Bonjour à vous, donc merci de nous rejoindre pour cette table ronde. Déjà un mot pour savoir pourquoi le département du Vaucluse se projette dans l'utilisation du BIM. Ce n'est pas le cas d'ailleurs de tous les départements. Qu'est-ce qui vous a séduit, Christophe Mathieu, dans le recours au BIM? Bonjour à tous. Depuis 2014, nous étions sensibilisés à ce sujet. Et donc le département de Vaucluse compte 160 sites, donc un gros patrimoine immobilier, et construit pas mal de bâtiments tout au fil des années. À l'heure actuelle, on a des projets qui vont entre 1 et 20 millions d'euros, donc des projets importants. Et donc concernant le BIM, nous avons eu l'opportunité, je dirais, au cours de la construction du centre routier de Carpentras, de voir un maître d'œuvre qui nous a proposé de mener les études en BIM. Alors là, on n'est ni sur 1 million d'euros, ni sur 20 millions d'euros. Sabine Gérin, on est sur 3 millions d'euros environ pour le centre routier de Carpentras. On hérite en fait d'une situation quand le département reprend la charge, je crois, du centre routier. On est sur un centre routier des années 70, qui n'est pas d'ailleurs situé au même endroit. Vous faites le choix non pas de rénover l'ancien centre routier, mais d'en construire un nouveau. Oui, donc sur ce volet technique, effectivement, le bâtiment était vétuste, situé dans une zone urbaine à Carpentras. Donc au lieu d'agrandir le site qui avait été créé dans les années 70, qui avait été fait, alors pas de briques et de broc, c'est une image, c'est pas, les agents n'étaient pas non plus dans des locaux vétustes, mais ils avaient rajouté au fur et à mesure des hangars, ils avaient rajouté des espaces d'exploitation pour le sel, pour tout ce qui leur permet de faire leur métier. Mais donc là, c'était carrément, il fallait vraiment quand même leur apporter un outil qui soit moderne, qui corresponde aux besoins d'une exploitation routière moderne, parce que sur le département, on a plus de 2000 km de voies. Donc la desserte à ce nouveau bâtiment est simplifiée, facilitée, à côté d'une voie rapide et d'une rocade. On a 500 mètres carrés de bureaux, on a le double de stockage et de zones d'atelier. On a fait une recherche architecturale en même temps que le projet de modernisation de ce service, pour quand même avoir une attractivité et montrer que le département, au-delà d'offrir un service technique pour l'exploitation de la voirie, travaille aussi sur l'architecture du bâtiment, quoi. Voilà. Donc c'est une ossature métallique pour tout ce qui est atelier, stockage, et après l'autre partie des bureaux est une ossature béton avec un bardage sur l'ossature métallique. Et le tout est englobé par une résille qui permet de créer l'unité du bâtiment et même de peut-être plus apercevoir que c'est un bâtiment routier qui accueille des services routiers départementaux. La résille, donc, c'est les menuiseries aluminium, c'est ça, de Sébastien Guillon? Oui, c'est le menuisier aluminium qui a fait une résille sur toute la totalité du bâtiment, qui englobe aussi bien la partie technique que la partie bureau. Donc nous, on fait un BIM de niveau 2, c'est-à-dire qu'on a un maître d'œuvre qui a créé sa maquette en étude. Quand on arrive au DCE, on fournit cette maquette DCE. Et quand on est en travaux, le maître d'œuvre est chargé de faire la synthèse à partir de la maquette DCE. Et chaque entreprise crée sa maquette qui redonne au maître d'œuvre qui en fait la synthèse. Donc on est au-delà du BIM de niveau 1 et on n'est pas passé au BIM de niveau 3 qui est je dirais la super collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule maquette où tout le monde travaille sur la même maquette. Nous, chacun a sa maquette, le maître d'œuvre les récupère, en fait la synthèse et revient vers les entreprises pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, les collisions, tous les éléments à modifier. Donc voilà le principe du BIM qui est pour l'instant mis en œuvre au département de Vaucluse. Pascal Birotteau, vous êtes architecte donc pour Scope A4, la Scope A4 Architecture, et vous avez fait l'animation du BIM sur ce projet. Qu'est-ce que ça change de créer ce centre routier selon le BIM, selon vous, dans la distribution des rôles, dans l'articulation avec les entreprises? Est-ce qu'il y a une modification? Imaginons qu'on l'ait fait autrement sans le BIM, quelle aurait été finalement la différence? Alors,
déjà, je vais commencer à recontextualiser, puisque moi, en fait, vous avez tous compris, je ne suis pas l'architecte du projet. Sinon, la maîtrise d'ouvrage, je m'aurais laissé présenter le projet. Donc, je ne suis pas la maîtrise d'œuvre du projet. Et effectivement, j'ai une casquette d'architecte, puisque ce projet a été inscrit dans un appel à manifestation d'intérêt, BIM Construction PACA, qui avait été lancé en 2019 par la Directe et avec l'appui de Constructis. Et moi, petite architecte, j'étais la dimension technique du BIM, puisqu'en fait, au sein d'A4 Architecture, ça fait 25 ans que nous faisons de la maquette 3D, et j'ai bien dit de la maquette 3D et pas du BIM. Donc effectivement, fort de cette expérience, Constructis a fait appel à moi pour pouvoir travailler avec une casquette, entre guillemets, d'animatrice BIM, bref, mettre de l'huile dans les rouages pour faire monter les entreprises en compétences BIM, ou au moins leur mettre le pied à l'étrier. Alors pourquoi faut-il mettre de l'huile dans les rouages? Qu'est-ce que ça change? Alors, déjà, il faut prendre l'habitude de parler ensemble avec des outils numériques. Ça, c'est la base. Que ce soit l'entreprise, l'architecte, enfin la maîtrise d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage, nous n'utilisons pas les mêmes outils informatiques. Et ça, c'est le b.a.-ba. Tout le monde va dire c'est le logiciel dessin qui fait le lien. Pas du tout. C'est la compréhension du projet qui fait le lien. Et j'attire vraiment l'attention là-dessus pour juste vous rappeler que le numérique, c'est la pensée humaine avec des 0 et des 1. Donc c'est très limitatif. Je vous rappelle que nous, on compte jusqu'à 9. Et on va bien plus loin avec notre intelligence. Donc ça veut bien dire que le BIM ne sera jamais le remède magique à notre intelligence et ne pourra pas se substituer à notre intelligence et de cœur et de savoir-faire et technique. Une fois que je vous ai dit ça, vous avez des entreprises qui vont être équipées numériquement au bureau pour recevoir les mails, pour envoyer des documents, pour lire des plans, plutôt PDF que quand même en fichier source. Vous allez avoir des entreprises qui, par contre, elles ont déjà des tablettes et qui, sur chantier, vont chercher l'information sur des plateformes avec des documents divers et variés. Elles sont déjà rodées à ça. Et puis, vous avez des entreprises qui sont très, très en avance dans la saisie. Vous vous doutez bien que, généralement, ce sont plutôt les entreprises de CVC. Alors, je vais être claire, hein, ils ont des gros tuyaux, ils passent après le béton, ça passait jamais. Donc, à un moment donné, très vite, ils ont eu besoin de démontrer que pour faire passer le tuyau, il fallait montrer le tuyau. Donc, eux, très très vite, ont été les premières entreprises à saisir la 3D pour montrer où il allait y avoir les problèmes. Donc, c'est déjà la première amorce qu'il faut avoir. C'est-à-dire que techniquement, il faut se remettre véritablement sur l'expérience terrain, les besoins et pourquoi on va au BIM. Après, je dirais souvent, à qui profite le BIM? C'est quand même important qu'on se pose la question. Parce qu'aujourd'hui, sur chantier, la maîtrise d'œuvre se retrouve avec des missions de synthèse sans les avoir dans la commande, mais le BIM permettrait de les glisser dedans. Alors, c'est pas grave, hein, on est curieux, on s'éclate, mais à un moment donné, ça a des coûts, si on veut bien le faire. Donc ça, j'attire l'attention. Ça prend du temps quand même. Et côté entreprise, c'est pareil, jusqu'où on va, parce que comme vous le disiez à juste titre en introduction, l'objectif, c'est quand même de construire bien, hein, sans malfaçon. C'est pas de se faire plaisir sur le papier. Je pense que vous, comme moi-même, au quotidien, nous en voyons passer déjà beaucoup trop. Alors, pourquoi le BIM et après à qui profite le BIM? C'est un bon titre, ça. On va commencer par pourquoi le BIM et puis après on ira voir quand même Sylvain Lessine ce qu'il en pense. Pourquoi le BIM, Pascal Birotteau? Vous avez posé la question vous-même. Alors je vous la retourne. En fait, c'est pas difficile. On est dans un monde qui s'est financiarisé. La construction est le dernier secteur qui n'est pas numérisé. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, ouais, super, elle est vachement optimiste pour le BIM. Non, ça fait gagner du temps, donc ça fait gagner de l'argent. Mais c'est pas parce qu'on gagne du temps qu'on gagne en intelligence. Donc aujourd'hui, je dirais, voilà, le BIM, il est là pour qu'on répète, et c'est ce que je répète du matin au soir à l'agence, dès que vous faites 3 fois la même tâche, chiante, entre guillemets, ça veut dire que l'outil informatique, il sait la faire. Et en plus, comme vous, ça va vous enquiquiner, vous allez poser le cerveau, et vous allez faire des erreurs. Pour moi, le BIM, ça sert à ça. À ne pas faire les tâches répétitives où il y a des erreurs. Donc, ça fait gagner du temps. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut poser le chapeau. Hein. Sinon, on va arriver à des contre-références et des constructions où il y aura encore plus de malfaçon. Et ça, il n'y a que l'intelligence humaine, et qu'on soit BIM 1, BIM 2, BIM 3, BIM 4, BIM 5, je vais être claire, ce n'est pas ce qui va nous sauver dans le monde de la construction pour construire mieux et dans les meilleurs délais. Après, plus on mettra de l'huile dans les rouages pour passer au BIM, plus le lien entre
la ressource, l'économie d'énergie, l'économie de ressources, on devrait y arriver, parce que c'est quand même le challenge sous-jacent. On n'en parle pas trop. Je vous ai parlé argent avec le numérique, la numérisation, mais l'objectif, c'est l'économie de ressources et d'énergie. Vous vous doutez bien que, enfin, il faut quand même le dire, au XXIe siècle, moi, ça fait 25 ans que je construis, j'ai pas un chantier où il n'y a pas une erreur sur une porte. Alors, vous allez me dire, une porte, c'est un objet très compliqué, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est poussant ou c'est tirant droit ou gauche. Il n'y a pas un chantier où on ne recommande pas une porte. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la mauvaise porte? Gaspillage. Quand au mieux elle arrive à repartir, au pire elle reste dans un hangar, au fond d'un local, elle pourrit. Économie de ressources, on va essayer de se faire des nomenclatures de portes avec le bon sens d'ouverture et pas faire ce genre d'erreur. C'est très basique ce que je vous dis. Mais pour moi, le BIM, son objectif, c'est ça. C'est ce challenge-là, au-delà de gagner du pognon. Et avec le numérique, on pourra peut-être faire un peu d'économie circulaire avec la porte dont on ne sait pas quoi faire, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des sorties possibles. Alors, Sylvain Le Signe, vous avez été cité finalement à travers les propos de Pascal Birotteau, parce que Pascal Birotteau rappelait à l'instant que du côté du CVC Plomberie, ça fait un petit moment qu'on s'est équipé en numérique. Cela dit, les choses progressent. Ce chantier BIM pour vous sur le centre routier de Carpentras, est-ce qu'il est très particulier? Est-ce qu'il représente la routine? Comment vous décririez l'opération? C'est pas la routine, non. C'était pas le premier non plus. On avait déjà fait deux gros chantiers en BIM sur le centre, notamment sur le centre hospitalier de Privas. Donc celui-là, c'était notre troisième dossier BIM. Nous, on a toujours été moteur là-dessus depuis tout le temps sur le passage. On travaille déjà beaucoup en 3D sur tous nos locaux techniques. Donc pour nous, c'est le passage, le BIM sera le passage obligatoire. Si ce n'est que Pascal Birotteau disait à l'instant, la 3D, c'est pas le BIM. C'est ça. Il y a des convergences, mais c'est pas la même chose. Nous, c'était le passage obligatoire de passer donc en BIM. On s'est structuré pour ça. On a donc un pôle BIM chez nous qui représente 4 personnes. Et non, donc nous, on est une société de 200 personnes. Il y a plusieurs agences et chaque agence doit avoir son représentant BIM. Nous, le souci qu'on a en tant qu'entreprise, donc c'est plus terre à terre, c'est qu'on est souvent obligé de recréer entièrement le projet. C'est-à-dire, c'était le cas à Carpentras, on est reparti de zéro, parce qu'on avait des IFC qui n'étaient pas compliqués à exploiter. On avait des niveaux de détail, des loads qui étaient quand même assez bas. Et nous, on avait vraiment l'envie de bien faire, de le faire comme il faut, parce que c'était un projet, en plus, avec le département avec qui on travaille beaucoup. On voulait un projet abouti, donc on a pris la décision de reprendre tout le dossier en Revit, tout simplement, et d'intégrer, de faire vraiment un dossier BIM à 100%, avec tous nos appareils, nos références, tous nos accessoires, etc. Donc c'est un gros travail, c'est long, c'est fastidieux. Le gain, il n'y est pas encore... Est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Et si oui, comment aurait-il fallu faire en fait? Il aurait fallu travailler donc sur les fichiers IFC et on aurait fait un travail, ça n'aurait pas été du BIM, ça aurait été du PDF 3D arrangé. Et c'était pas notre volonté. Nous, on avait pris ce projet en disant il faut qu'il nous serve à nos poseurs, parce qu'on est quand même là pour poser des tuyaux, hein. On n'est pas là que pour faire du plan. Donc il faut à faire le projet, il faut qu'on aille au bout des choses. Et que quand ils prennent le plan, etc., ou quand nous, on prépare les commandes, on n'est qu'un bouton à cliquer pour compter nos coudes, nos raccords. Enfin, c'est fastidieux, mais c'est notre métier. Et qu'ils aient une vue du local technique, par exemple, hein, parce que c'est là-dessus qu'on fait aussi notre savoir-faire, qui correspondent à ce qu'ils vont poser. Si c'est juste récupérer un IFC, le bidouiller pour faire quelque chose de joli, pour le client et pour les utilisateurs, pourquoi pas. C'est pas comme ça qu'on a abordé le projet. Pascal Birotteau, en retour d'expérience, est-ce que vous parliez de mettre de l'huile dans les rouages, est-ce qu'on pourrait améliorer la chaîne? Et comment faudrait-il le faire? Par exemple, sur ce projet, l'écueil avec l'Argy, il était simple. On avait un architecte dans l'équipe de maîtrise d'œuvre qui était mobilisé pour faire du BIM. Et puis on s'est rendu compte que son bureau d'études, en fait, faisait pas du BIM. Il avait fait du DWG 3D. Donc en fait, on s'est retrouvé avec une maquette qui n'était pas une maquette. Et quand on a commencé à travailler avec les entreprises, effectivement, l'entreprise Largier a été obligée, sur la base de l'IFC de la maquette de l'Archi,
de faire sa maquette BIM. Donc, point numéro 1, c'est vérifier que l'entreprise qu'on sélectionne fait du vrai BIM, on va dire. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette le même langage et qu'on mette les mêmes attentes pour pouvoir mieux travailler derrière. Alors là, ça s'est bien passé. On a eu une entreprise qui a joué le jeu. Elle voulait, elle avait les capacités de le faire. Mais vous imaginez, on aurait eu une entreprise publique qui n'avait pas les moyens, qui ne voulait pas se lancer, qui n'était pas mobilisée. Flop. On avait une opération qui partait BIM et qui s'essoufflait. Christophe Mathieu. Disons que l'opération n'est pas partie BIM du départ. Si vous voulez, le concours n'imposait pas du BIM à l'origine. Et donc, c'était une proposition de la maîtrise d'œuvre, mais qui ne s'est peut-être pas assurée auprès des autres composantes de la maîtrise d'œuvre que ça allait suivre. Oui, ça ne s'est pas imposé aussi pour une raison simple, c'est qu'on hésite aussi peut-être parfois à lancer des marchés BIM en se disant est-ce qu'on aura quelqu'un en face, non? Et c'est aussi pour offrir une sorte de souplesse. À l'heure actuelle, au niveau de nos opérations nouvelles et même de certaines grosses réhabilitations, on n'hésite plus, on part en BIM au niveau des consultations de maîtrise d'œuvre. Et c'est bien exigé. D'accord. Donc, Sylvain Le Signe, je reviens à vous. Donc, vous ressaisissez pour vous garantir le fait que vous allez pouvoir travailler dans des conditions optimales pour vous aussi, pour sécuriser les équipes qui vont derrière. En retour d'expérience, que faut-il dire sur les chantiers BIM? Vous en avez plusieurs, vous êtes organisé pour ça aussi. On va en reparler d'ici quelques instants. Mais... celui-ci, c'était le premier qu'on avait fait en BIM avec le département. Depuis, on travaille sur les DES de Apt et le centre routier de Apt. Ça se passe, déjà, on voit que c'est plus rodé, ça se passe bien mieux. Qu'est-ce qui fait que ça se passe mieux? Quels sont les points de vigilance? C'est ça qui est intéressant. On a progressé, nous, en interne, en termes de compétences. Et donc, on a vraiment cette volonté de donner suite à cet appel à manifestation d'intérêt qui avait été porté par la Fédération et la Fédération régionale du bâtiment et constructis. Et on veut capitaliser cette expérience et développer nos opérations. Et chaque projet s'améliore, on va dire, à chaque fois que vous avez un projet nouveau. Et en même temps, attirer de plus en plus les entreprises à rejoindre cette démarche. Et on voit qu'on y arrive. On avait des entreprises très réticentes au début qui maintenant disent bon, on va aller vers le BIM. Sabine Gérin? En termes de compétences internes, l'objectif de la maîtrise d'ouvrage, c'est que chaque conducteur ou gestionnaire d'opération soit formé ou ait une connaissance minimale du BIM pour arriver à savoir si ce que fournit le maître d'œuvre, ce que fait le maître d'œuvre est juste, pas juste, est-ce que ça répond à nos attentes ou pas. Et pour ça, on a quand même une charte BIM qui vaut ce qu'elle vaut, puisqu'elle date quand même de quelques années, mais elle fixe au moins les usages du BIM, les différentes étapes liées, alors je dis loi MOP, c'est plus loi MOP, c'est le code de la commande publique, mais à la phase pro, APS, enfin, toutes les étapes avec une définition, est-ce qu'on veut du détail, pas du détail, jusqu'où on veut aller. Et donc l'objectif du département, c'est que chaque agent soit au moins compétent sur les bases du BIM, sachant qu'on n'a pas d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner. Donc en fait, c'est vraiment un travail interne pour qu'en fonction du projet, on ne se retrouve pas coincé parce qu'on n'a pas la personne qui est de la compétence. Donc il y a l'aspect monté en compétence en interne au sein du département. Et avec ça, on signe des conventions pour savoir comment ça va fonctionner avec la maîtrise d'œuvre. On a aussi une charte BIM, on a passé une charte de bonnes pratiques avec la Fédération départementale du bâtiment, parce que le département de Vaucluse est quand même un petit département avec beaucoup de TPE et de PME. Et l'objectif, c'était aussi de ne pas exclure de nos consultations les entreprises. Et l'objectif du département, c'est ce que vous avez dit, ce qui a été dit en introduction, c'est qu'il y a un effet d'entraînement en fait. Comme le département est un des plus gros maîtres d'ouvrage du Vaucluse avec la commune et la commune d'Avignon et tout ce qui tourne autour de la commune d'Avignon, l'objectif c'est de faire de la pédagogie autour des entreprises, de les faire monter en compétences petit à petit. Et c'est là où on s'est aperçu que le BIM, c'était peut-être pas que du CVC, de l'électricité en fait. Par exemple, on se dit, c'est dommage que quand le plombier a mis ses tuyaux, pourquoi est-ce que le plaquiste ne pourrait pas mettre son faux plafond à la bonne hauteur, plutôt que l'architecte qui va faire la synthèse, par exemple. Donc petit à petit, on évolue. Moi, je suis en charge d'un projet de réhabilitation, donc du BIM en réhabilitation, ça n'a rien à voir avec du neuf.
Et ben, on demande aux plaquistes d'aller lire la maquette, de faire ses remarques sur la maquette, de travailler avec des extractions de PDF. Et ça arrive petit à petit. Donc on a des entreprises qui maintenant viennent en réunion de chantier avec des ordinateurs. Donc en rigolant, je leur dis, ça serait bien que vous arriviez au moins avec un ordinateur et un smartphone pour arriver à numériser vos pratiques. Donc il y a toute cette partie pédagogie du conseil départemental en tant que maîtrise d'ouvrage pour que les entreprises comprennent qu'on n'a pas envie de les laisser sur le côté. Et qu'on aimerait que justement elle rentre petit à petit dans la démarche. Et effectivement, on a de plus en plus d'entreprises qui jouent le jeu, quoi. Voilà. Et qui en profitent avec les maîtrises d'œuvre qu'on a, à poser des questions sur est-ce qu'il y a des viewers, comment est-ce qu'on peut gérer l'IFC. Moi, je travaille avec nous, on travaille avec Revit. Le maître d'œuvre qu'on a travaille avec Revit parce qu'on leur demande de pouvoir travailler avec le même outil que nous, quand même, parce que ça simplifie les relations maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, quand même. Même si ce n'est pas une obligation, on essaie d'aller vers ça. Et après, il y a quand même l'IFC, et si une maquette, même sous Revit ou Archicad, est bien faite, si elle est bien exportée, si elle est bien réimportée, on ne doit pas arriver à perdre de données, donc tout le monde doit y retrouver son compte petit à petit. Donc c'est important cet effet d'entraînement et de pédagogie vis-à-vis de nous, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et puis entreprise, quoi. Je pense que c'est très important. Christophe Mathieu, il y a la maquette et puis il y a aussi la plateforme pour échanger. Vous avez utilisé quoi sur les projets ? Alors si on revient au centre routier de Carpentras, on utilisait Autodesk 360 et sur les opérations en cours, on est plutôt sur la plateforme nationale Croquis. Pascal Birotteau. Moi, je voudrais reboucler sur toutes les entreprises, puisque sur cette opération, il y avait 16 entreprises. Donc moi, le petit retour que je pourrais faire, c'est qu'on leur avait donné plusieurs critères. Alors là, je mets les yeux, parce que je fais ma jeune. Alors, connaissance et compréhension du processus BIM, c'était un des premiers critères qu'on s'était mis. On se rend compte qu'on a vraiment 3 entreprises. Je vous dirai un peu lesquelles et quel profil d'entreprise, qui ont vraiment mis le pied à l'étrier sur cette compétence. Visualiser et manipuler la maquette, là on en a un peu plus, on en a 5 sur 16. L'exploiter, là on n'en a plus que 3. Modéliser, là on n'en a plus que 3. Comparer, on a 3, c'est toujours les mêmes sur 16. Et collaborer, là on va dire qu'on en a 2,5. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, pour passer au BIM, il faut avoir un intérêt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'entreprise, bien évidemment. Les entreprises qui sont passées au BIM, c'est soit celles qui font des objets, les ascensoristes. Eux, ils ont les objets tout faits, ils ont les catalogues, ils ont les modèles, il n'y a plus qu'à les mettre dans une cage d'ascenseur. Vous prenez leur objet 3D, vous l'intégrez dans votre maquette. Hop, c'est fait, adjugé, vendu, ils vous ont tout fait. Entre guillemets, parce qu'on a quand même les problèmes de seuil, il y a un peu de synthèse à faire pour être sûr que la porte s'arrête au bon niveau. C'est un petit détail. Ensuite, on a le CVC, c'est ce qu'on disait. Ils s'y sont mis, ils y sont arrivés. Aujourd'hui, quand je regarde, la seule chose, entre guillemets, c'était la cible comparée avec les autres lots. Bon, ils s'y sont pas mis parce que comme les autres lots ne s'y sont pas mis, ils n'ont pas pu s'y mettre. Vous voyez, c'est faute de combattants sur ce coup-là. L'autre entreprise qui a très bien marché, c'est le charpentier métallique. Très très gros, pareil. Il travaille avec des éléments préfa, donc il assemble des éléments préfa, filière sèche, c'est plus facile, plan de mécanique. Pof, il arrive à faire une maquette, à la transmettre, et donc la maîtrise d'œuvre dans le cadre de sa synthèse peut l'intégrer. Voilà. Donc il ne faut pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, les entreprises qui peuvent faire du BIM aisément, c'est celles qui ont un intérêt dans leur process de fabrication, de commande, dans leur process elles-mêmes. Le plaquiste, une fois que vous lui avez dit par où part le calpinage et à quelle hauteur il met son faux plafond, je pense que vous avez résolu la plupart des soucis du plaquiste. Ça dépend quand même des projets, parce que c'est vrai qu'il y a des projets où les plaquistes ont un petit peu de complexité. Sylvain Le Signe, vous êtes organisé pour faire monter en compétences donc toutes les équipes, vous l'expliquez. Il y a donc 5 implantations pour l'entreprise Largier. Il y a notamment à Montpellier. En fait, voilà, l'agence de Montpellier a petit à petit basculé dans notre agence BIM et bureau d'études. Donc là, il y a un formateur et trois intervenants BIM qui nous aident quand on a des gros projets. L'hôpital de Privas, c'est en chauffage, c'est 7 ou 8 millions, je crois. Donc là, ils vont se focaliser là-dessus. On a aussi une partie privée, donc là, on est en conception-réalisation. Ils vont faire l'intégralité du projet, ils vont partir de zéro. Donc là, l'intérêt pour nous est beaucoup plus intéressant puisqu'on ne refait pas 2 fois le projet. Et après, chaque agence a son dessinateur BIM.
qui est autonome, qui peut se faire épauler. Donc nous, pour nous, l'intérêt dans un premier temps, c'était quand même de faire cette synthèse. Et puis bon, bien sûr, toujours pareil, le problème des réservations. Mais le gain n'est pas encore suffisant, enfin intéressant pour nous, quoi. Ça a encore un coût. Nous, on a pris l'objectif de le valoriser sur nos devis, donc c'est marqué, c'est précisé. Et dans notre mémoire technique, c'est bien marqué que ce coût, il est fait si on a une base exploitable. Bon, Carpentras, ça n'a pas été le cas, tant pis pour nous, c'est pas grave. Mais on s'était mis d'accord avec le département là-dessus. Il faut quand même qu'on ait quelque chose, qu'on ne parte pas de zéro, parce que nous, on n'est pas bureau d'études, on n'a pas que ça à faire. Donc on valorise un coût, parce que pour nous, le gain ne paye pas l'intégralité du surcoût du BIM. Parce que nous, on donne des plans 2D aux gars, parfois les tablettes, mais on reste sur un support 2D. Donc ça nous sert beaucoup au bureau, ça nous fait avancer sur les réservations, ça nous fait voir les problèmes, surtout sur les nouvelles générations, c'est-à-dire que moi j'ai commencé au Rotring et AutoCAD, donc 40 ans. Et puis quand même des aspects qui sont pratiques sur les commandes aussi, des produits, des équipements, ça vous permet d'anticiper davantage. D'affiner les commandes, ça nous permet d'affiner les réservations, ça nous permet d'avancer sur nos locaux techniques. Mais le surcoût plan n'est pas encore absorbé, comme on l'est maintenant AutoCAD, on va dire, il n'est pas encore absorbé par ce gain. Alors ça viendra peut-être que c'est nous qu'on n'est pas encore assez performants, je ne sais pas. Mais le temps passé à faire tous ces plans n'est pas amorti par le gain en commande, le gain en réalisation de synthèse, etc., etc. Alors on va voir à qui profite le BIM, on va continuer d'en parler, mais pour pas monopoliser trop la parole et aller vers les échanges promis, je ne l'ai pas trop promis je crois ce matin, mais je vous le dis, on va pouvoir échanger. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir dans ces échanges, il y a un micro ou deux à votre disposition, on va en tout cas faire en sorte que vous puissiez prendre la parole. Est-ce que vous souhaitiez intervenir ou poser des questions aux personnes qui ont accepté de faire ce retour d'expérience sur ce projet de construction neuve? Alors j'ai une première question, qui a joué rôle de référent entre BIM manager, parce que cette mission n'était pas présente. Et ma deuxième question, ça sera plus pour l'entreprise. Vous estimez le surcoût BIM par rapport à la 2D à combien à peu près? C'est une question intéressante ça, effectivement. Donc, Sabine Chérin, on va tous pouvoir répondre à cette question, je pense qu'elle est intéressante. Donc la maîtrise d'ouvrage n'ayant pas d'assistant BIM, c'est un choix qu'elle a fait. C'est le rôle du BIM manager est dévolu au maître d'œuvre. Donc dans nos marchés de maître d'œuvre, maintenant, il est bien stipulé que le maître d'œuvre a le rôle de BIM manager. Donc il a une partie numérique BIM manager, une partie DET, ensuite chantier. Ça peut être deux personnes différentes, ça peut être la même personne. On laisse le choix à l'équipe de maîtrise d'œuvre de définir la façon dont elle veut travailler. On n'impose pas le fait d'avoir une seule personne qui fasse tout, parce que c'est très lourd quand même, c'est nouveau. Et le maître d'ouvrage, lui, de son côté, a son représentant qui fait office de référent BIM pour la maîtrise d'ouvrage en cas d'une question sur des éléments plus administratifs, juridiques du BIM, quoi. Voilà, sur la réponse du BIM manager. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous. Oui, là, c'était surtout savoir comment vous êtes organisé suite à, entre guillemets, l'improvisation d'amener le BIM sur ce projet. Après, dans les autres projets, je comprends que... Donc là, comme c'est la maîtrise d'œuvre qui l'avait amené, le BIM manager, c'était la personne qui faisait la DET du côté de la maîtrise d'œuvre. Et de mémoire, il me semble qu'elle avait quelqu'un à l'agence qui lui permettait de faire toute la partie numérique et de retraiter aussi les données et de ne pas forcément être toute seule. Mais sur le site, on avait une salle de réunion qui n'était pas équipée parce que ce n'était pas prévu au marché de travaux au départ. Donc on faisait un peu un BIM entre deux, c'est-à-dire que il fallait collaborer à travers la plateforme BIM 360. On avait deux lots, l'ELEC et le CVC, qui nous produisaient une maquette. Les autres lots n'avaient pas obligation de renseigner la maquette de synthèse du maître d'œuvre. Voilà. Donc l'organisation, effectivement, elle était un peu bancale. Maintenant, le maître d'œuvre, il sait qu'il a sa DET, qu'il a le BIM managering à faire, deux personnes. Il sait qu'il faut que les installations de chantier permettent de travailler en BIM avec un accès Internet. Ça, on le met dans nos marchés de travaux, nos grosses œuvres.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le BIM Manager? C'est vraiment la finesse du maître d'œuvre, en fait. On n'est pas, nous, à imposer une façon de travailler. La plateforme Croquis, c'est si le maître d'œuvre veut Croquis, il propose Croquis. S'il veut BIM 360, il nous propose BIM 360. On n'est pas dans une phase où, pour l'instant, on va imposer des choses, parce que nous aussi, on est en découverte de savoir quels sont un peu les outils qui pourraient être les plus opportuns pour la maîtrise d'ouvrage, quoi. Christophe Mathieu, rapidement. Au-delà de l'utilisation de la plateforme, il faut voir que c'est une véritable révolution pour les entreprises lors de la réunion hebdomadaire de chantier. Parce que, en fait, on se retrouve à regarder des plans ou un morceau de maquette sur un écran de télé, alors qu'avant, tout le monde était penché sur la table, déplié autour d'un plan déplié. Donc, c'est des habitudes qui sont difficiles à changer. Et bon, comme l'a évoqué tout à l'heure Sabine, idéalement, si chaque entrepreneur pouvait arriver avec une tablette et suivre sur sa tablette le morceau de plan ou le point qui est discuté en termes de synthèse, par exemple, ce serait plus simple. Il y avait la question du surcoût. Est-ce que vous avez chiffré le surcoût? Comment ça se défend d'ailleurs au sein du département? La question du surcoût s'adressait plutôt à l'entreprise. Nous, au niveau de là quand même au niveau du département. Au niveau des honoraires de maîtrise d'œuvre. Bon, sur cette opération qui était un peu une opération d'opportunité, il n'y a pas eu de surcoût réel. Sur les opérations qu'on lance actuellement, effectivement, sur les décompositions analytiques des équipes de maîtrise d'œuvre, il y a une ligne BIM avec un éclatement des honoraires par co-traitant. Je vais vous donner une idée sur une grosse opération à 20 millions d'euros de travaux. Le surcoût au niveau de la maîtrise d'œuvre s'élève à 180-190 000 euros. Sylvain Le Signe, les surcoûts. Alors, c'est pas un pourcentage parce malgré ce qu'on peut penser, quand on chiffre les dossiers, on ne fait pas que remplir des PGF. On regarde bien les plans, la technicité d'abord. Premier critère, c'est la technicité. Est-ce qu'on va passer du temps à tout redessiner, etc. C'est de l'ordre d'entre 2 et 5%, on va dire. Alors, ça dépend aussi de la taille du chantier. Si le chantier est peu complexe, que c'est juste entre guillemets des gaines à redessiner, des tuyaux à redessiner, alors ça va être assez modique. Si on voit que c'est un bâtiment complexe au niveau architectural, mais aussi au niveau technique, ça peut être des montants où on peut monter jusqu'à 4-5%. Mais par contre, ce qu'on a vu par rapport aux trois dossiers qu'on a finis ou actuellement avec le département, c'est que notre coût et nos estimations de temps sont quand même en tendance à diminuer quand même. Et par rapport à ce que disait M. Mathieu, nous on a fait donc l'EDES de Carpentras où, quand on regardait avec la télé, tout le monde regardait avec des gros yeux. Il y avait toute une phase de rigolade sur l'EDES de Apt, ça choque plus personne. Il y a la télé qui est allumée. Monsieur l'architecte se balade dans le bâtiment. Maintenant on n'a plus un peu de certains corps d'État qui sont moins branchés informatique. On n'a plus cette c'est que la phase d'appropriation est un peu dépassée. Voilà, maintenant ça rentre dans les mœurs. On disait, il y a maintenant beaucoup plus d'ordinateurs autour de la table. Moi je vois même avec les gars de chantier, parce que le but c'est quand même aussi de faire le bâtiment. Même eux me disent, montre-moi comment on va faire ça, montre-moi. Je leur montre l'IFC, vite fait, je dis là c'est comme ça. C'est vrai que ça évite de sortir une coupe, un plan, etc. Donc là-dessus, on a quand même un gain. Après, nous, on est quand même en train de réfléchir sur les lunettes 3D pour nos locaux techniques. Parce que malgré tout, le support reste un écran 2D ou du papier. Donc nous, alors ça reste, quand on est à nos locaux techniques, là, on est en train de l'essayer sur Nancy, où on veut que le monteur se mette au milieu de sa pièce et voit la chaufferie finie dans ses lunettes. Donc là, c'est une phase qu'on n'a pas encore terminée. Et on espère qu'avec ça, au moins, on aura un gain intéressant. Pascal Birotteau, sur cette question
Les surcoûts. Alors, les coûts, ils sont importants. Quand je disais à qui profite le BIM, il ne faut pas se mentir. Au-delà de la logistique, l'ordinateur, le logiciel à maintenir, etc., bon, ça, c'est de la tripaille. On a parlé de l'écran dans l'installation de chantier. Alors, je vous confirme, il faut un écran, parce qu'on a essayé de projeter à Carpentras sur le mur de l'Algeco, qui sont bien lisses. Vous imaginez ce qu'on y voyait. Donc, il faut un écran, il faut gérer le matériel, un minimum, il faut que quelqu'un soit responsable. Et si on pique l'écran, il faut qu'il y ait un écran la semaine d'après. Alors effectivement, le monde idéal, ce serait que toutes les entreprises arrivent avec leur portable, qu'on ait tous la même image à l'écran et qu'on puisse échanger avec le même visuel. Ça ne se passe pas comme ça. Donc à un moment donné, on va être obligé de passer par ce compte prorata et cette gestion de l'écran. On le met au lot 1, au lot 2, au lot 3, au principal, pas au principal. On s'en fiche. C'est fourni par le maître d'ouvrage ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va imposer effectivement, dès le démarrage du chantier, d'avoir une liaison Internet qui fonctionne pour accéder à la plateforme, même si de plus en plus les liaisons VAL téléphone fonctionnent, il ne faut pas se mentir. Mais quand même, et pour la fluidité, c'est mieux suivant la taille des maquettes, et surtout, il faut gérer un minima de la logistique. Dire que ça va être côté entreprise, ou côté maîtrise d'œuvre, ou côté maîtrise d'ouvrage, il y a des coûts induits. Donc, à un moment donné, il faut tous être réalistes. Sur les coûts études, vous avez été cool, parce que quand on a fini notre enquête, les plans d'exécution, c'est effectivement... Vous avez fait une enquête après le projet. Voilà, pour voir comment ça s'était passé. On a fait une enquête au démarrage pour savoir comment les 16 entreprises étaient équipées, si elles s'étaient mobilisées en BIM. Et au terme du chantier, on a refait une enquête auprès des entreprises en leur demandant leurs ressentis, leurs impressions, comment elles se projetaient. Si elles avaient investi dans du matos ou pas, si elles envisageaient de le faire ou pas, et surtout, pour celles qui avaient travaillé en BIM, s'il y avait eu des coûts supplémentaires observés, alors à pondérer ou pas, parce que c'était une opération pilote, etc. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, la mission de synthèse, le BIM ne la remplace pas. Ce n'est pas parce qu'on met une mission de BIM manager qu'on remplace la mission de synthèse. C'est un outil qui la facilite. Donc, côté maîtrise d'œuvre, les missions de synthèse, il faut toujours les payer, indépendamment de l'outil qu'on utilise. Et ensuite, côté entreprise, si on demande aux entreprises, dans un premier temps, de monter en compétences BIM, il va falloir augmenter et pondérer les études d'exécution, le coût des études d'exécution. Donc aujourd'hui, c'est entre 2 à 5% suivant la complexité d'une opération de façon classique. Il ne faut pas se mentir, dès qu'on est en opération en BIM, si on veut monter, que les entreprises s'y mettent, on va passer entre 4 et 8, 9, 10%. Y a-t-il des questions ou des remarques? J'avais une question plus pour la CVC. Disons sur un projet non BIM, quand vous recevez un DCE aujourd'hui, vous le recevez souvent en PDF et vous faites déjà ce retravail de dessin de plan d'exécution, n'est-ce pas? Enfin, nous, on ne traite que de l'AutoCAD, autrement on ne fait pas les plans. D'accord. On joint les plans des WG lors de nos consultations. C'est WG, on ne fait pas autrement. D'accord. En fait, aujourd'hui, vous faites peu de plans d'exé si on ne vous fournit pas un plan AutoCAD. Ah non, voilà. Donc vous voulez faire l'analogie sur BIM moi, je travaille en bureau d'études, donc ça ne me gêne pas, mais on n'est pas là. Enfin, on l'a eu fait dans les années 90, on ne veut plus le faire, quoi. Soit on nous fournit un support valable, en 2D et en 3D. Le problème, c'est qu'on justement, on n'y est pas encore à ce stade-là. On en est encore entre les deux. Moi, je l'ai vécu au début d'AutoCAD. On nous fournit des supports plus ou moins exploitables. Bon, là, on joue le jeu parce qu'on a cette volonté chez nous. Ça a toujours été une volonté en informatique. Je pense, ne serait-ce que nos logiciels de devis, etc., ils sont très en avance puisqu'on les vend. On les fabrique et on les vend, nos logiciels. Donc c'est pas un peu particulier. Mais sur le 2D, il n'y a pas de plan, on ne fait pas. Ça suffit, quoi. Chacun. Alors sur le 3D, on n'en est pas encore là parce qu'autrement on ne ferait rien. Mais nous, c'est un peu là-dessus où, avec la dessinatrice, entre guillemets, on s'engueule. C'est qu'on en a marre de redessiner des plans, quoi. On n'est pas payé pour ça. On le fait parce qu'on sait que ça nous plaît et que de toute façon il faudra le faire. Mais stop, quoi. Soit on nous fournit des supports valables. Bon, là on sait qu'on va avoir une phase de 2-3 ans. Soit, je sais pas, mais nous c'est fini ce temps-là, quoi. Le PDF, nous, de toute façon, tout ce qu'on nous envoie en PDF, on ne le traite pas. On va pas exporter, on va pas, c'est fini, quoi. Je pense que maintenant AutoCAD c'est même le passé, quoi. C'est un peu la préhistoire, mais donc pour moi, il faut qu'on arrive déjà à définir des niveaux de load. Qu'est-ce qu'on veut, ça c'est avec le département, qu'est-ce qu'on veut, un load de 100, 300, 400, 500, je sais pas. Aujourd'hui, si vous dessinez pas en phase exé, ça veut dire que vous n'avez pas de synthèse en exé. Le problème, c'est que déjà, on reçoit, nous, des plans. Alors, je ne parle pas forcément pour le département, mais on reçoit des plans qui sont même pas load 100, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais
Et on ne sait pas ce que veut le client. Donc nous, à le faire, on essaye de faire évoluer le projet. Ça a été le cas pour le centre routier de Carpentras, où on a dessiné les vannes, nos raccords, etc., parce qu'on voulait que ça nous serve. Mais je pense qu'il faut déjà définir le niveau de finition qu'on veut, parce que moi, je ne le sais pas. Enfin, quand on prend un dossier, même maintenant, je ne sais pas le niveau de finition que demande c'est du niveau de détail que demande le département. Est-ce que c'est du 100, enfin du 100, c'est pas, mais 200, 300, 400, 500 parce que c'est difficile après de dire, entre guillemets, le bureau d'études, parce que c'est un petit peu là qu'on a le souci, le bureau d'études a fait son job ou pas, quoi, parce qu'on n'a pas défini son critère de finition, de détail. Ça pose la question effectivement des périmètres, des rôles de chacun. C'est-à-dire jusqu'où il faut aller et sur qui porte la responsabilité en cas d'imprécision. Ça, parce que classiquement pour moi, sur un DCE, vous n'aurez jamais un plan qui est bon pour exécution. Donc forcément, vous allez avoir une étape de redessin. Donc si on fait une analogie avec l'ancien temps où vous avez un PDF et un AutoCAD, vous modifiez un AutoCAD pour avoir un BPE. Aujourd'hui, vous recevez une maquette, soit elle est faite dans un logiciel dont vous savez vous servir et vous savez remodifier ses plans, soit ils ont utilisé un autre logiciel et là vous êtes bon pour remonter votre maquette avec ce sur quoi vous êtes formé. Bon, alors, là, il faut que vous ayez une plus-value en interne si vous ne voulez pas refacturer, effectivement. À la base, il ne faut pas oublier qu'on est des poseurs. Hein. Donc, non, nous, ce qui nous embête, c'est que nous, justement, on veut utiliser le BIM, c'est-à-dire, je prenais l'exemple ce matin avant de rentrer dans l'amphi. Nous, on a, par exemple, il y a une modification de plan. On rajoute une cloison, enfin, on fait la vie du chantier, quoi. Si on a l'IFC, nous, c'est 4 heures de boulot, parce qu'il va falloir l'effacer, le remettre, refaire les connexions, refaire les tuyaux. Je parle basique, hein, refaire les condensats, refaire les tuyaux, etc. Si on a le Revit, on prend l'appareil, on le déplace, tout se suit, tout c'est fini, tous les calculs sont faits, on peut passer la commande derrière. Donc, nous, à la base, c'est quand même ça, notre métier, c'est de poser des tuyaux, on est poseurs, quoi. Si c'est à chaque fois qu'il y a une cloison qui se met, c'est 4 heures ou 5 heures de boulot, comprenez bien que c'est un peu usant, quoi. Alors, donc ça, c'est ce que nous on aimerait arriver, c'est qu'on ait des fichiers, bon, je pense Revit, parce que c'est, on va voir, mais c'est quand même ce qui a tendance en tout cas ce qui se fait dans le département. Nous on le voit sur 2 chantiers. J'ai un chantier où j'ai que l'IFC, chaque fois on a rajouté un local pour le médecin. Bon, c'est une journée de boulot, quoi. Et on a à côté, le chantier il a 500 mètres, hein, on fait le centre routier de Apt, où là aussi il y a une modification. On prend l'appareil, même moi que je ne suis pas dessinateur, hein, BIM, je veux dire. On prend l'appareil, on le déplace, mon maîtrise est recalé, mes raccords sont recalés, et j'en ai pour 10 000, enfin, j'en ai pour une demi-heure, quoi. Pascal Birotteau. Vous voyez, là, il y a quand même un problème de concurrence, hein, parce qu'on parle close BIM ou open BIM. Là, on va vers du close BIM pour travailler ensemble. Il faut quand même qu'on soit tous réalistes à se poser la bonne question quand même si on veut y aller ou pas. Je fais exprès de poser la question, parce que l'IFC, effectivement, si derrière, il ne nous permet pas de travailler ensemble, alors que je vous rappelle que l'IFC, c'est le médicament générique pour que tout le monde soit soigné, hein, c'est-à-dire pour qu'on puisse tous échanger entre nous, c'est le format standard pour qu'on puisse tous travailler ensemble, indépendamment des vendeurs de boîtes, fournisseurs de logiciels, excusez-moi, qui sont nos partenaires d'ailleurs, je vais le dire aussi, sous réserve qu'on ne soit pas dans du close BIM. Parce que là, ça pose le problème de la mise en concurrence. Et idéologiquement, vous vous doutez bien qu'il va quand même tous falloir qu'on reste acteur de notre économie. Vous voulez intervenir, madame ? Oui, Florence Lodario, architecte. Alors, merci Pascal pour ton intervention. Ça va dans le même sens que ce que j'allais demander au département. Qu'on choisisse un logiciel particulier parce qu'on a cet outil-là, je conçois. En marché privé, pas de souci. Vous demandez aux entreprises qui ont le même logiciel que vous, il n'y a pas de souci. Mais comment un département peut-il justifier cet aspect discriminatoire de la commande publique ? En fait, c'est pas possible, je pense. Christophe Mathieu, tout simplement, on ne peut pas dire il faut travailler avec tel ou Mais on ne le dit pas. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure et ça m'a fait sursauter. En fait, on ne l'oblige pas. On dit que nous, on est équipés de Revit. On dit quel est notre équipement, mais on dit aussi que le format d'échange, c'est l'IFC. Donc en fait, quand dans une équipe de maîtrise d'œuvre, on peut avoir un bureau d'études qui travaille avec Tecla pour, je crois que c'est la structure, voilà. Il peut après exporter son IFC, le donner au maître d'œuvre, et le maître d'œuvre le réinjecter dans Archicad ou Revit. C'est là la problématique actuelle, c'est est-ce qu'on fait du 100% open BIM ou pas, mais nous, on n'oblige pas. Alors, ouais. On n'oblige pas les architectes à travailler sur Revit.
On ne dit pas si vous avez pas Revit, on vous élimine. Ça, on le met pas. On va en parler un peu plus en détail quand même cet après-midi. Je vous dis ça parce que le temps est un petit peu compté. Non, je voulais juste mais après. vous avez raison de répondre. Alors, Oui. répondez à la deuxième partie de la question, mais je vous dis simplement que cet après-midi, on a un atelier justement sur les formats d'échange et Oui, c'est ça, on évoquera un peu plus c'est ça. pour dire quoi. que nous, dans la commande publique, on ne ferme pas la commande publique. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas. C'est-à-dire que l'entreprise, pour les maîtres d'œuvre, on ne les retoque pas, on ne les élimine pas de nos consultations s'ils n'ont pas Revit. Après, ça crée des problèmes, mais on ne les élimine pas. De la même manière, les entreprises, si elles n'ont pas Revit, on ne les élimine pas non plus. La demande de monsieur Le Signe et de l'entreprise Largy d'avoir exactement la même, nous, on dit à tous nos intervenants, si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas éliminé. Voilà, ce qu'on regarde, c'est aussi la compétence des entreprises. C'est la compétence. Très bien. Et si elles ont un outil numérique qui permet de travailler et d'échanger et de collaborer. Alors, parmi... Voilà. Sabine Gérin, je vous interromps. Parmi les entreprises qui ont bien fonctionné avec le BIM aussi sur ce projet du centre routier de Carpentras, il y a l'entreprise de menuiserie aluminium qu'on va écouter d'ici quelques instants. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour, Jean-Baptiste Grismar, je suis architecte et trésorier de l'Ordre des architectes. Pour moi, la maquette, dans ma compréhension de votre processus, qui est très intéressant, parce qu'en fait, vous avez mis le point sur toutes les difficultés qui font que, voilà, enfin, voilà, pour arriver justement à un projet parfait, on en est très loin, on en a tous conscience. Par rapport à monsieur, la maquette, normalement, est fournie par l'architecte, qu'elle soit en IFC, qu'elle soit en Archicad, en Revit, dans ce que vous voulez, en tout cas en IFC, et vous n'avez pas à ressaisir toute la maquette. Donc si on déplace une cloison, vous avez juste à refaire, sauf, alors là c'est une question par rapport à la maîtrise d'ouvrage, qui contrôle au niveau de la maîtrise d'ouvrage? Est-ce que c'est uniquement lorsque la maquette arrive vers les entreprises et les entreprises râlent en disant c'est pas exploitable, et vous redemandez à votre maîtrise d'ouvrage de faire une vraie maquette qui permet au projet de fonctionner, ou est-ce que vous avez des contrôles en interne qui font, parce que vous n'avez pas d'AMO BIM, donc vous avez une formation de vos agents, ce qui est très bien, qu'ils aient au minimum une notion, pour vérifier que ce qui est fourni par la maîtrise d'œuvre correspond à permettre aux entreprises de répondre correctement à la demande. Et j'allais presque dire, quand est-ce que vous allez faire des consultations BIM et faire des visas BIM et compagnie, parce qu'on peut aller très loin. Mais à l'origine, il y a quand même, on en parlera avec la propriété intellectuelle, avec beaucoup de choses cet après-midi, les concepteurs, architectes, bureaux d'études, fluides, structures et compagnie, qui fournissent la maquette aux entreprises qui ensuite travaillent avec. Donc il y a quand même à l'origine cette maquette. Bonne question. Pour l'instant, si on a choisi de positionner le BIM manager du côté de la maîtrise d'œuvre, c'est parce que c'est lui, pour l'instant, qui a la connaissance technique de son projet et qui montait en compétence en termes de réalisation de maquettes, en fait. Voilà. Donc peut-être que ça va évoluer du côté de la maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'on passera à un marché d'AMO BIM qui permettra de nous faire mouliner toutes les maquettes avant que ça arrive dans les DCE des entreprises? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a quand même évolué. On est capable, nous, de regarder si le CVC est au bon endroit, si ce sont des vrais objets BIM quand même. On n'est pas non plus, c'est pas parce qu'on est assistant en BIM qu'on n'a pas d'assistant et qu'on est responsable, représentant du maître d'ouvrage, qu'on ne sait pas qu'il y a quand même des données attachées derrière. Hein. L'objectif, c'est pas d'avoir du 3D filaire qui se développe sur une maquette. Hein. On n'en est quand même pas là. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir des objets, d'avoir des informations, que la maquette elle soit renseignée. Et de notre côté, on monte en compétence pour avoir de plus en plus cette capacité d'analyse. Christophe Mathieu, vous vouliez intervenir? Je vous interromps, je dirais le temps que je vais avoir l'occasion de tester la performance des AMO BIM côté maîtrise d'ouvrage sur la très grosse opération que nous allons sortir, même si nous avons une maîtrise d'ouvrage déléguée. Notre mandataire a pris attache auprès d'un AMO BIM. Donc je vais suivre ça de près très prochainement. Ouais, c'est cette question de la responsabilité de vérifier que tout fonctionne. Je voudrais qu'on prenne quand même le temps d'écouter Sébastien Guillon. Il ne pouvait pas être avec nous ce matin. C'est lui donc qui assure avec son entreprise, la SMAB, les menuiseries aluminium, donc tout ce qui est menuiserie extérieure qu'on a vu sur les images du centre routier de Carpentras. Voilà, il a pris un moment pour pouvoir enregistrer ce témoignage. Vous allez voir, Sébastien Guillon considère le BIM comme une progression vers davantage de numérique, comme une pièce du puzzle supplémentaire, mais pas encore comme le grand plongeon vers le 100% maquette numérique. La SMAB, c'est une
société qui a une double structure, puisqu'on fait de la menuiserie, on fabrique et on pose de la menuiserie aluminium, avec tous les environnements qui tournent autour, les volets roulants, les stores, les BSO. Et on a également un atelier de métallerie-serrurerie. Donc on est 32 salariés et en ce moment où on a une forte activité, on doit avoir une quinzaine d'intérimaires en plus. Donc les quelques chantiers qu'on fait avec le département sont maintenant systématiquement avec le système BIM, plus ou moins avancé. Et donc eux ont été précurseurs et on les a suivis parce que ça nous intéresse de progresser dans ce sens-là et puis de continuer à travailler avec le département. Donc on a fait donc le centre routier de Carpentras, on fait maintenant le centre routier d'Apt également avec le département sur lequel il y a également le même système de gestion de données et de plans, avec Croquis également. On travaille également avec des gros projets sur Montpellier avec les architectes A+, des bureaux qui s'appellent les bureaux Cassiopée, également avec plateforme Croquis et gestion BIM. Je ne crois pas qu'on ait encore fait de dossier en BIM complet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a souvent quelques corps d'État qui ne rentrent pas dedans. Il reste toujours en termes de au niveau des échanges de mise au point, c'est un peu lourd. Donc, quand on a besoin de réactivité et surtout pendant la phase mise au point, conception, en particulier avec les architectes, on ne fait pas un indice à chaque fois quand on fait un coup de crayon. On échange directement par mail, tout simplement, avec des plans, des carnets de travail, avec des retours. Et quand le plan ou le projet convient et quasiment abouti, à ce moment-là, on génère un indice supplémentaire que l'on met sur la plateforme et que l'on diffuse. Donc, je pense que c'est encore la meilleure façon de faire, de ne pas dire systématiquement de passer par la plateforme, que les anciennes façons, entre guillemets, de travailler que l'on avait avant restent encore efficaces, surtout en termes de réactivité, parce que si on devait faire que du BIM, on diffuse un plan, avec toute la procédure de diffusion, de visée par l'architecte, de visée par le bureau de contrôle, de visée par les différents corps d'État qui ont un mot à dire dessus. Là, il se passe quelques jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et puis, on a le retour de l'architecte avec son visa, avec une correction. Je veux le châssis 10 cm moins large. Nous, on va faire la correction pour 10 cm. On va rediffuser. Et toutes les personnes qui doivent valider vont revalider, vont reprendre une semaine, 10 jours, 15 jours, même si les délais sont courts. Il y a tellement de monde qui doit intervenir dessus que c'est un cumul de temps et c'est pas viable en termes de réactivité. Donc, les phases de mise au point, en particulier avec les architectes, sont pas systématiquement, mais souvent faites en aparté, de façon à gagner du temps. Et puis ensuite, une fois que le châssis est figé par l'architecte, validé, à ce moment-là, on va diffuser, par exemple, les réservations aux gros œuvres. Le gros œuvre, lui, pour faire ses murs béton, il a besoin des bonnes dimensions. Le gros intérêt, c'est cette gestion des documents, où justement, il y a un suivi rigoureux de diffusion. Moi, en tant que chargé d'affaires, sur un chantier, j'ai moins de soucis de transmission d'informations dans la mesure où les deux autres interlocuteurs sont sur la plateforme, le conducteur de travaux et le dessinateur projeteur. On part du fait qu'ils ont l'information. Mais du coup, il y a 3 personnes qui vont devoir trier l'avalanche d'informations parce qu'on est 3, et on est 3 à avoir les mêmes informations, dont 5-10% vont nous être utiles. Donc, ça veut dire qu'en termes de temps, il y a 3 personnes sur un même projet à la SMAB qui vont regarder les alertes arrivées de Croquis et qui vont se dire ce plan, j'en ai pas besoin, ce plan, j'en ai pas besoin. Et il y a très peu d'informations qui nous sont réellement utiles. Par contre, là où moi j'ai un intérêt en tant que chargé d'affaires, c'est que l'information, quand moi je la lis, je n'ai pas obligation de la rediffuser à mes collaborateurs puisque eux l'auront. On apprend, tout simplement, à force de faire, petit à petit, on diffuse plus ou moins à certains interlocuteurs en fonction du retour d'expérience que l'on a sur les différents chantiers.
ça dépend également beaucoup de la maîtrise d'œuvre et de la gestion et de l'implication de la maîtrise d'œuvre dans la partie BIM. S'il y a un lot ou s'il y a tout simplement un budget affecté à cette gestion du dossier en BIM, automatiquement, la personne qui en aura la charge, que ce soit le maître d'œuvre ou un corps d'état séparé ou un BIM manager indépendant, à partir du moment où il a une rémunération pour faire ce travail, le travail sera d'autant plus mieux fait et correctement, et il va y consacrer du temps justement pour optimiser. Si c'est quelque chose qui est rajouté en disant c'est en BIM mais qu'il n'y a personne qui a prévu de budget, chacun va le faire comme il peut, quand il peut, sachant que ça n'a pas été budgété en face. Donc l'implication va être moindre, quel que soit l'acteur. Malgré tout, on progresse. Le fait de l'avoir fait sur le centre routier de Carpentras, on le retrouve sur le centre routier d'Apt, on le retrouve sur d'autres dossiers également. On est en charge également du collège de Bédaride avec le département, où il y a première réunion, il y a eu toute la partie explication, nomenclature, utilisation de la base de données et du BIM sur le collège. Et c'est un dossier qui est en rénovation. Donc c'est également particulier, donc il faut récupérer les informations sur ce dossier-là. Donc c'est une nouvelle étape sur un dossier avec le BIM. On va progresser également. Et on le voit, Sébastien Guillon le dit, on voit bien la nécessité d'avoir quelqu'un qui assure le rôle de chef d'orchestre. Il termine carrément sur ce sujet. Pascal Birotteau qui vous met à l'avant de la scène. Je vais rebondir sur les menuiseries extérieures pour vous montrer jusqu'où l'intelligence artificielle a ses limites. On a des super objets. Ils font tout, ils font papa, maman, la porte elle s'ouvre, il y a la poignée, il y a tous les boulons, il y a toutes les vis, il y a tout. Ouais, sauf qu'il n'y a pas le jeu de pause. Donc, quand vous intégrez la menuiserie Trucmuche, qui est super bien, le super objet qui est fini, l'archi est d'accord avec le menuisier, machin, etc., top, ça fait papa-maman, il met dans la maquette. Et quand vous allez prendre le perforateur, parce que vous savez que ces opérations booléennes, mathématiques, facile, ça perfore, le trou à la dimension de la menuiserie sans jeu. Si vous envoyez ces cotes, si on ne met pas de l'intelligence, alors soit en amont dans l'objet, en intégrant les jeux de pause, soit quand on va recoter pour donner la réservation au maçon, ça ne rentre pas. Voilà. Vive l'intelligence artificielle. Donc c'est là que je disais, attention, quand on va manipuler le 3D, on manipule des objets, mais on ne doit pas perdre comment on les manipule, comment ils se posent, s'il faut un peu plus de jeu, comment on va mettre l'objet en œuvre. Sinon, toutes les informations, on va se dire super, ça les génère toutes seules, ce seront des idioties, on ira vers de la contre-référence. Donc il y a plusieurs approches. On travaille avec ceux qui font les objets chez les fournisseurs, why not? Par contre, il faut qu'ils mettent les jeux, sinon on n'y arrive pas. Soit on travaille, alors je vais vous donner quelque chose de tout bête, vous savez, les fameux PV au feu sur les portes. Je sais pas, la porte. Sur les portes. PV au feu, super. Alors la porte dans le béton, elle est passée au CSTB, c'est passé entre moult d'ingénieurs. Bilan des courses, quand vous prenez l'objet, nous les architectes, on prend l'objet, on est content, on a enfin trouvé une porte coupe-feu, vitrage, machin, qui va rentrer dans notre mur, on tire l'objet. Ah ouais, sauf que le gars qui a fait le petit objet magique, là, il n'a pas limité la largeur à 3,52. Le test du CSTB était limité à 3,52 de largeur. Donc nous, on se retrouve à prendre le même objet et faire un super objet à 4,86. Et au moment de le réaliser, il n'existe pas de produit qui permet de faire. Alors qu'on a pris, en étant vertueux, un objet BIM existant, fait par un fournisseur qui répondait à toutes nos contraintes. Donc l'intelligence, c'est quoi? Comment on fait pour ne pas perdre la data du PV? Et c'est là qu'on a besoin de l'intelligence de tous. Et croyez-moi, ce ne seront pas les vendeurs de boîtes qui arriveront à nous trouver les solutions. Donc sur l'enjeu des menuisiers, aujourd'hui, l'eau clos couvert, il y a un réel enjeu pour ces jeux, pour comment on arrive à travailler ensemble, les nus intérieurs, les nus extérieurs, et surtout mettre en cohérence avec les PV pour certains ouvrages très techniques. C'est là qu'on doit travailler ensemble, plus que savoir comment on utilise une plateforme, si on fait du BIM 1, du BIM 2, du BIM 3. Allez, faisons du BIM 2 intelligent, on aura tout gagné. Là, ce que disait quand même Sébastien Guillon, Pascal Birotteau, c'est le fait qu'il peut y avoir aussi la nécessité de discriminer les messages, d'éviter l'avalanche des communications. Ça peut être très chronophage aussi, en dehors même du fait de ressaisir.
là aussi, la maîtrise d'œuvre qui met en place les plateformes, puisque généralement, vous savez quand même que le BIM manager, c'est bien qu'il soit côté maîtrise d'œuvre, le plan numérique l'a démontré. Au-delà de l'économie financière, c'est surtout pour gagner du temps. Donc, tout simplement pour mettre de la fluidité dans les échanges. Sinon, on tombe dans les écueils que SMAB indiquait. Suivant le maître d'œuvre, la plateforme n'est pas utilisée de la même façon. Suivant la compétence de la maîtrise d'œuvre, de qui a configuré la plateforme, vous ne l'utilisez pas du tout de la même façon. Et notamment, vous allez être plus ou moins noyé par les mails qui ne vous sont pas adressés, puisque tout se configure. Sauf qu'il faut avoir du temps pour configurer. Il faut avoir du temps à mettre ça. Le temps, c'est de l'argent. Je reviens toujours. Donc, qui paye quoi? Ce que disait à juste titre SMAB, c'est que ça entraîne des coûts. Un mot très court pour terminer, parce qu'il faut qu'on conclue. À moins que vous ayez une question, là, vous avez la priorité. Allez-y, monsieur. Jean-Pierre Richaud, géomètre expert. Je me posais la question, j'ai été assez surpris et j'ai compris que finalement, chaque corps de métier remontait sa maquette qui puisse correspondre à son métier. Je me posais la question de savoir qui est-ce qui contrôlait votre ressaisie, finalement, notamment pour que ça corresponde au permis de construire. Ça, c'était le premier point. Et aucun d'entre vous n'a parlé recollement, puisque l'objectif quand même de la maquette et du BIM, du bâtiment BIM, c'est le suivi de ce bâtiment et sa vie dans le temps. Et je me posais la question de savoir qui est-ce qui avait réalisé ça et comment vous, au conseil départemental, vous gériez cette partie-là. Alors la maquette effectivement d'exploitation est réalisée par le maître d'œuvre. Donc sur cette opération, effectivement, on a récupéré une maquette qui n'est pas aboutie à 100%, mais qui permet déjà d'avoir certaines informations. Donc en fait, un des objectifs du département, c'est d'arriver à terme à pouvoir utiliser les maquettes travaux en exploitation et maintenance. Donc pour faire ça, je ne sais pas si le département est parti à l'envers ou pas. Ils ont commencé d'abord par ceux qui étaient le plus compétents, donc à faire une maquette en maîtrise d'œuvre. Après, on s'est dit, puisque les maîtres d'œuvre savent faire, eh ben on va passer en travaux, toujours avec cette idée qu'en fait, derrière, il y avait l'objectif de faire de l'exploitation-maintenance. Donc là, le travail du maître d'ouvrage, maintenant, puisqu'on a passé toutes les étapes, ça serait de se dire, qu'est-ce que je veux faire en maintenance, que je définisse ma bibliothèque d'objets, que je définisse le load que je veux en maintenance, que je définisse le load que je veux à la fin du DCE, à la fin des travaux, pardon. On sait qu'à la fin des travaux, une maquette recollement, une maquette maintenance, ça n'a rien à voir. Presque, il nous faudrait 2 maquettes différentes, puisque y a un problème derrière de faire tourner la maquette. Donc, c'est une maquette recollement où vous auriez tous les détails des tuyaux, des raccords, ce qu'a fait Largier sur Carpentras. Pour la maintenance, on n'en a pas besoin. On a besoin d'avoir l'information, par exemple, du raccord, savoir qu'on a un raccord, il va où, sa marque et quand est-ce qu'il a été posé. Mais on n'a pas besoin d'avoir le détail parce qu'en load, c'est super lourd à faire tourner si on veut faire de la maintenance. Donc, en retour d'expérience, on sait qu'à la fin de travaux, il nous faudrait une maquette recollement, une maquette maintenance, par exemple. Donc ça, ce sont des évolutions qu'on a eues après Carpentras et qu'on sait qu'il va falloir que l'on s'y mette. C'est des étapes côté maître d'ouvrage où maintenant, il faudrait qu'elles se disent, la maintenance, on veut ça, et on va remonter le fil de la chaîne dans l'autre sens, en fait. Voilà. Et puisque vous êtes géomètre, alors pas sur Carpentras parce que c'était du neuf, en réhabilitation, maintenant, on demande à nos géomètres sur les gros projets de nous faire une maquette géomètre, pas une maquette archi, puisque ça n'a rien à voir. Un architecte, il a son œil de bâtisseur, un géomètre, il a son œil de géomètre. Donc le géomètre nous fournit une maquette géomètre. L'architecte, dans sa commande et dans son marché, il a intitulé qu'il faut qu'il mette à jour cette maquette en fonction de la structure du bâtiment, pour que, quand lui fasse son étude, il ait une maquette originale de l'existante qui soit juste. Donc c'est cette partie-là qu'on a aussi fait évoluer. Donc le géomètre nous fait une maquette de l'existant, le maître d'œuvre récupère cette maquette.
Suivant les étapes, si c'est concomitant au lever du géomètre ou pas, on peut demander au géomètre de reprendre son travail ou pas. Si ça arrive 4 ans plus tard, ce qui peut nous arriver, c'est le maître d'œuvre qui remet à jour la maquette. C'est ce qui s'est passé sur la réhabilitation du collège Saint-Exupéry. Les tableaux, il les a repris, donc on a une maquette existante nickel. Mais c'est pas nous, maîtres d'ouvrage, qui avons la responsabilité de cette maquette existante archi. C'est l'architecte dans le cadre de son marché et de ses compétences de créateur et de concepteur de nous dire, ben voilà, maintenant on a une maquette existante structurelle avec le bureau d'études qui travaille en 3D, le bureau d'études structure, un bureau d'études fluides. Donc petit à petit, on a nos maquettes qui évoluent et qui vont de plus en plus être fines. Très bien. Voilà. Merci. J'ajouterais que les reprises de maquettes sont rémunérées pour les architectes. Merci beaucoup à toutes et à tous. On peut vous applaudir. Sabine Gérin, Christophe Mathieu, évidemment Sylvain Le Signe et puis Pascal Birotteau. Pascal Birotteau, on vous retrouvera cet après-midi pour l'atelier 4. Sylvain Le Signe, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps de travail. En ce moment, il y a beaucoup de projets à gérer, donc c'est du temps en plus. Merci vraiment d'être venu témoigner de ce chantier du centre routier de Carpentras. Et puis on marque une pause, on se retrouve dans 30 minutes. À tout de suite.